je suis Gérald Duchossois, je suis co-auteur avec Romain Vandestichel de Mario Bava, le magicien des couleurs. Je travaille comme responsable de la programmation à Cannes Classics au Festival de Cannes, et puis je m'occupe de la programmation également au marché international du film classique au Festival Lumière. Et je donne aussi des cours de cinéma, j'interviens dans différents endroits. J'ai fondé un ciné-club à Angoulême où j'habite. Et puis, je travaille avec Romain sur différents projets à venir, certains qui sont beaucoup liés à l'écriture. Et puis, on travaille aussi sur un documentaire lié au cinéma actuellement. Voilà, j'ajoute rien si ce n'est que moi c'est Romain Vandestichel, je suis pas du tout dans le milieu du cinéma, je suis prof d'anglais aux alentours de Montpellier. J'utilise beaucoup l'image et le cinéma principalement pour mes cours, bon, un petit peu à contrario de ce qu'il est censé se pratiquer dans le métier, c'est-à-dire on utilise le bouquin, on fait des exercices, etc. J'essaie de faire une éducation à l'image à destination de mes élèves, ce qui n'est pas forcément évident. Donc apprendre à lire une image, apprendre à comprendre ce qui se cache derrière tel ou tel plan, etc. Mais sinon, en ce qui concerne le cinéma, oui, avec Gérald, voilà, on est sur divers projets actuellement qui sont liés beaucoup au cinéma italien, mais pas que. On a écrit aussi quelques articles dans différents domaines. Eh bien, déjà, Mario Bava, c'est vraiment un technicien. Avant tout, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille de cinéma. Son père était sculpteur à la base, mais il a très vite travaillé pour le cinéma naissant, c'est-à-dire pour le cinéma muet. Et Mario Bava, lui, à la base, c'est quelqu'un qui se destinait à la peinture, qui a fait les beaux-arts, et qui finalement intégré le milieu du cinéma très vite. Dès 1938-39, il a été chef opérateur sur quelques films, quelques courts-métrages au départ. Et ensuite, il a fait une carrière jusqu'au début des années 60 en tant que chef opérateur, responsable des effets visuels, etc. Sur de très très nombreux films, avec de très très nombreux réalisateurs. Sa première réalisation officielle, c'est 1960, c'est Le Masque du démon. C'est vraiment une sorte de peintre du cauchemar pour nous, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement visuel et puis qui s'inscrit dans une forte lignée du cinéma fantastique, même s'il a œuvré aussi dans d'autres genres. Et avoir à l'esprit le fait qu'en Italie, à cette époque, le cinéma était florissant, qu'il y avait un nombre de spectateurs gigantesques et des films qui étaient exportés dans toute l'Europe, aux États-Unis, dans les drive-in, dans des salles de quartier. Donc il y a de nombreux éléments dans la constitution du bagage de Mario Bava en tant que réalisateur qui sont vraiment passionnants à la fois à étudier, puis aussi pour y prendre du plaisir en tant que spectateur, parce que c'est quand même le but in fine. Bava, c'est le grand ancêtre de Fulci et Argento. Mais Argento, avant, c'était plus les giallo, c'est ce qu'on a appelé la première trilogie animale, c'est-à-dire L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à neuf queues et Quatre mouches de velours gris. Et en fait, le giallo a été initié par Bava dans deux films principalement, La fille qui en savait trop, et ensuite Six femmes pour l'assassin. Et Argento s'inspirera beaucoup de ça, y compris pour ces films qui sont plus des giallo. Par exemple, Suspiria, c'est pas du tout un giallo. Et quant à Fulci, son premier giallo, c'est un giallo à machination. Dans cette trilogie des grands auteurs italiens de films de genre, il y a quand même une grande part d'artistique chez les trois. À la fois, ce sont de très bons artisans, ils ont une grande force visuelle, et puis il y a aussi une attirance pour le cauchemar des trois. Et Bava va de plus en plus aller vers le cauchemar, notamment dans les années 70, quand il va rejoindre une espèce d'ambiance de déliquescence. Je ne sais pas si c'est du pouvoir italien, mais en tout cas d'une certaine vision de l'Italie. Et c'est pour ça que Bava, oui, c'est vraiment le père fondateur, si on veut, de ce grand élan du cinéma de genre italien, parce qu'il y avait d'autres auteurs à la même époque, mais Bava a vraiment donné une espèce d'impulsion très forte avec le succès du Masque du démon. Bava, c'est un petit peu un monde, un enfermement. Et il y a l'idée que c'est un petit peu la vieille Europe, la culture. Alors que Fulci est très américain, comme dit Gérald, et c'est très jazzy. On est en Amérique, quoi. Fulci s'adapte très vite à l'Amérique. Alors que Bava s'est jamais adapté à l'Amérique, il n'a jamais voulu s'y adapter. C'était quelqu'un de très lettré, de très cultivé. Les trois, de toute façon, sont des hommes de culture, hein, visuellement, architecturellement. C'est grâce à Romain qui m'a ressorti tous les films et qu'on a regardé ensemble il y a une
bonne vingtaine d'années, ça devait être en 98 ou 99, je pense. 98, ouais. Voilà. 98, 99. Ouais. Et ben moi j'avais découvert ça, enfin le nom, de nom déjà effectivement dans Mad, l'écran fantastique, enfin, les magazines qu'on lisait quand on était ado. Et j'avais un ami aussi qui tenait une boutique de bouquins, BD, etc. Et il m'avait fait découvrir Bava, il m'en avait parlé, et il m'avait fait surtout acheter un livre qu'il avait dans sa boutique, qui maintenant n'existe plus, qui est totalement épuisé. Et donc j'ai découvert Bava, c'était très bien fait parce qu'il y avait une petite présentation biographique avec tous les films en fiche, avec tous les détails possibles et imaginables. Et ensuite, un petit appareil critique, sans prétention, mais très très intéressant. Et du coup, voilà, ça m'avait amené à chercher tout ce que je pouvais sur Bava. Alors, il existait des éditions VHS à l'époque. Enfin, il y avait tout un tas de versions pseudo, pas vraiment pirates, mais voilà, c'était la grande époque de la VHS. Et j'en avais vu pas mal, alors dans des conditions déplorables, forcément. Et effectivement, quand on s'est rencontrés à l'armée, on a commencé à discuter. Et du coup, on est parti, entre autres. On regardait beaucoup de films à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Et, et du coup, on a regardé, quand on était tous les deux à la base, on se matait des Bava, entre autres. Voilà, donc l'idée du bouquin, elle est née là, en fait. Le côté encyclopédique, comme le bouquin de Tim Lucas, c'est un peu un écueil, c'est-à-dire que quand on a décidé de se lancer vraiment, l'idée c'était pas de le faire 10 ans plus tard, puisque ça faisait déjà 20 ans qu'on en parlait, plus ou moins, comme ça. Mais le bouquin de Lucas est très bien, hein, mais c'est tellement exhaustif que ça n'avait aucun intérêt de refaire la même chose. L'idée, c'était pas de faire un catalogue. Quant au contexte, ça nous a paru super important parce qu'on ne peut pas parler d'un cinéma alors de genre, d'exploitation, voilà, où on va s'adresser à toutes les classes, mais beaucoup aux classes populaires, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup les classes populaires qui allaient au cinéma. Voilà, les classes populaires avaient une relation au cinéma très forte. C'était un moyen d'évasion, ça coûtait pas cher, ça permettait d'apprendre des choses. Enfin voilà, c'est quelque chose qui était très complet. Et le contexte de ce point de vue-là, et du point de vue aussi, du point de vue économique, nous a paru très important, pardon, parce que on peut pas parler d'un artiste comme ça ex nihilo, en disant voilà, bon il est tout seul. Oui, il y avait un désir effectivement d'expliciter le contexte à la fois culturel, économique et puis aussi social, hein, qui a permis à Bava d'éclore en tant qu'artiste et puis d'aller vers son esthétique en fait au fur et à mesure et puis dans son exploitation à la fois de l'image, du son et puis de la musique. Ça nous paraissait vraiment important parce que on a l'impression, enfin en tout cas nous ça nous passionne, et qu'il y a assez peu de travail sur la musique du cinéma de genre, même s'il y en a. À chaque fois, on a l'impression que c'est un peu relégué. Et on s'attachait beaucoup à l'esthétique et au visuel chez Bava, et on avait envie d'étendre vers la musique et vers les sons qui étaient vraiment soit complémentaires, soit différents, mais on espère qu'on a réussi à analyser l'importance que ça a chez Bava et dans la façon dont on reçoit les œuvres aussi en tant que spectateur. Ça nous paraissait vraiment capital. Comme le disait Romain, on ne voulait pas faire l'exégèse non plus de Bava et faire un livre qui fasse 300 pages. Finalement, on les compulse, mais on ne les lit pas forcément jusqu'au bout. C'est ce qu'on aime aussi, c'est de faire des livres qui soient des articles ou des interventions qui soient quand même assez concises pour qu'on aille droit au but. On a quand même une chance folle, ouais, c'est d'avoir d'excellentes copies, des Blu-ray, des belles versions, des pistes son qui sont remasterisées. Enfin, à ce niveau-là, on est quand même chanceux et ça veut dire que c'est sûrement le bon moment aussi pour travailler sur ces films et pouvoir réfléchir dessus sans avoir à affronter des difficultés manifestes. Même au niveau rencontre, hein, c'est-à-dire que tous les gens qu'on a rencontrés, à qui on a demandé de l'aide, à qui on a posé des questions, etc., tous les gens étaient très disponibles. C'était assez étonnant d'ailleurs. Lamberto Bava, très disponible. On l'a rencontré, on a fait une interview, il a accepté d'être enregistré. Ça a duré pas loin de 2 heures. Au départ, ça devait durer 3/4 d'heure. Voilà, quelqu'un de très généreux, très disponible. Quand on est allé à Rome, on est allé à la Cineteca Nazionale, on est allé visiter. Les gens nous ont ouvert les portes, nous ont donné des livres, nous ont conseillé des lectures. Et on a rencontré que des gens qui étaient extrêmement bienveillants, quoi. Donc je pense que effectivement, c'est le bon moment aussi
parce que les gens ont envie de parler de leur culture, de cette culture populaire. Et en France, je pense qu'en France, on a un petit peu de mal aussi avec ça, c'est-à-dire que la culture populaire, le cinéma populaire en France, sauf sur de grandes figures, voilà, comme De Funès, des gens comme ça va pas intéresser. Oui, puis il y a aussi une sorte d'engouement vis-à-vis du cinéma de patrimoine qui est quand même assez manifeste du fait, je pense, enfin, je travaille dessus, donc je vois bien du fait des restaurations, quand même, ça permet de remettre à, tout devant un bon nombre d'œuvres, à la fois dans le grand cinéma et puis dans du cinéma de genre, dans les grandes œuvres et puis des œuvres moins importantes, mais qui n'en sont pas moins dénuées d'intérêt. Et c'est ça où c'est intéressant, c'est de voir ce rapport entre voilà, haute culture, basse culture, qui dialogue, hein, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais Bava et Fellini avaient quand même des relations à la fois amicales et puis aussi artistiques. Et il s'en cachait pas, Bava, pour lui, c'était aussi une source d'inspiration, il y avait un dialogue entre les deux et qui pour nous est assez symbolique de cette discussion. À partir du moment où tu aimes le cinéma, c'est très bien, et puis tu peux aimer qui tu veux, hein. On n'est pas les dictateurs du bon goût, pas être uniquement obsédé toujours par que des vedettes populaires, et en même temps il faut en parler. On peut très bien parler de cinéma expérimental brésilien et on peut parler de Funès. Je crois que tout se nourrit et tout est intéressant. Bava, c'est avant tout, on pense que c'est avant tout un auteur visuel, c'est un peintre au départ, c'est quelqu'un qui se destinait à la peinture, comme on l'a dit. À un moment dans le bouquin, on disait que parfois les scénarios tenaient sur un ticket de métro. C'était pas du tout une manière de dévaloriser comment dire, les films de Bava. Par exemple, Le Corps et le Fouet, le scénario tient sur un ticket de métro. Oui, la mise en scène, le sens du cadrage, le côté artisan, hein, le côté artisanal, c'est pas une insulte, hein, au contraire, hein. De nos jours, si on doit prendre des bons artisans, James Mangold, par exemple, c'est un super artisan, mais je pense que c'est un super réalisateur. On peut effectivement partir sur cet angle-là et insister sur l'aspect visuel, le sens du cadre, les objectifs, la, la- la façon dont les façons dont c'est mis en lumière, quoi. C'est véritablement ça. Je pense on peut accrocher Bava comme ça avec un film comme Six femmes pour l'assassin, qui est aussi non dénué d'humour. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que il y a quand même, il y a un aspect aussi un peu parodique des crimis, des films policiers allemands qui sont souvent un peu lourds. Ça nous avait paru très significatif que à un mois d'écart, en fait, entre août et septembre 1971, quand était sorti La Baie sanglante et La classe ouvrière va au paradis, les deux films ont d'abord été interdits aux moins de 18 ans. Ensuite, La classe ouvrière va au paradis a été interdit au moins de 16 ans, très rapidement. Et on peut se demander effectivement, parce que la censure était très forte à l'époque, hein. C'était un petit peu comme si le fait d'avoir baissé comment dire, la limite d'âge pour le film de Petri, qui est violent, socialement extrêmement violent, c'est comme si on pensait que de toute façon les classes populaires n'allaient pas forcément comprendre tout ça, que c'était un petit peu trop abscon pour eux, comme si on regardait les classes populaires de haut. Et du coup, le film de Bava faisait plus peur parce qu'il y avait de la nudité, parce qu'il y avait des meurtres en direct, 13 meurtres en tout, voilà. Comme si les classes populaires n'étaient pas, les classes ouvrières, donc, n'étaient pas capables de réfléchir à quelque chose qui faisait appel à autre chose qu'au sens, directement, au trip, quoi, voilà. Comme si le cerveau des classes populaires fonctionnait moins bien que leur cœur, entre guillemets. Et c'est une vision très, très verticale de la société. En fait, on a découvert ce genre de choses, effectivement, grâce à ce que fait la Cinémathèque de Bologne. Et tout est accessible, on a pu avoir les dates, les interdictions, etc. Et on s'est aperçu que, en fait, de très nombreux films de Bava n'avaient jamais été révisés. C'est-à-dire que le bon de censure n'avait jamais été révisé. Certains de ces films ont été interdits au moins de 16 ou 18 ans jusqu'aux années, milieu des années 90, voire début des années 2000. Pour moi, de prime abord, ce sont les meurtres. Enfin, il y a vraiment un aspect comme ça de vertige qui entraîne la chute à chaque fois de femmes qu'on va tuer. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à laquelle je pense. Et après, c'est plus vers le spectateur, avec ce vertige qui nous est provoqué
Il n'y a pas de plan débulé chez Bava, hein. C'est pas tellement l'expressionnisme allemand qui prime, donc on n'a pas l'impression à chaque fois de perdre pied visuellement en tant que spectateur, d'avoir un plan à 30 degrés ou à 60 degrés. En revanche, nous, en tant que spectateur, on peut perdre pied parce qu'on est entré de plein pied justement dans le cauchemar. Mais moi, ça me fait penser à l'ivresse, et ça rejoint ce que dit Gérald en conclusion, c'est-à-dire le cauchemar. Bava, c'est un cauchemar, c'est un cinéaste qui te transporte dans un cauchemar, dans son cauchemar ou dans un cauchemar, voire même qui te transporte dans ton cauchemar. Ça, on en revient à l'étymologie du mot cauchemar, c'est-à-dire que le cauchemar, c'est ce qui est posé sur ton épaule, c'est ce qui te regarde quand tu dors, c'est ton autre toi-même, c'est le daemon grec, etc. Et Bava, c'est un petit peu ce démon-là, c'est-à-dire qu'il te donne quelque chose et ça devient à toi, et ça devient son cauchemar, devient ton cauchemar. Et pour moi, le vertige, c'est ça, c'est l'ivresse que tu peux ressentir quand tu les vois en salle et ensuite quand tu les digères. Voilà.